Bonjour à tous. Pour commencer ce débat donc, sur ce nouveau sujet, il va y avoir 2 tables rondes sur le sujet de l'intelligence artificielle. Je voudrais donner la parole à Olivier Gérard pour avoir un petit peu un panorama de l'adoption de l'IA par les entreprises aujourd'hui. On en parle beaucoup, mais concrètement, où est-ce qu'on en est ? Alors, bonjour à tous d'abord, merci et ravi d'être ici avec vous. Alors, un panorama de l'adoption de l'IA par le monde économique. Ça va vite, ça va très vite. Les entreprises se sont emparées de ce sujet-là et je voudrais le démontrer avec 2 points. Les dirigeants ont pris ce sujet-là et la conséquence, c'est les investissements suivent. Les dirigeants ont pris ce sujet-là. Ils avaient d'abord une appétence intellectuelle sur le sujet. J'étais surpris par ça. C'est mon indicateur personnel, c'est que c'est 50% de mes conversations avec les membres de conseil d'administration ou les dirigeants ou les membres de COMEX. Depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a une extraordinaire curiosité pour comprendre. Mais c'était d'abord une curiosité. Cette appétence est devenue beaucoup plus rationnelle. Les dirigeants, vous le savez bien, sont des gens très rationnels, parce que l'IA donne des résultats rapidement. Aujourd'hui, si on regarde tous les groupes du CAC 40, ils ont chacun entre plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de cas d'usage déjà déployés et actifs. C'est très rapide en 1 an. Les précédentes ruptures technologiques n'étaient pas aussi rapides et n'étaient pas aussi capables de démontrer des bénéfices rapidement. Donc, ce qui a intéressé les dirigeants et cet élan, c'est effectivement qu'il y avait des résultats très rapidement. La deuxième chose, c'est qu'ils ont compris que cette technologie allait ailleurs que là où la technologie va d'habitude, si je simplifie un peu l'histoire de la technologie, c'est-à-dire autour des métiers du back-office. L'IA, elle permet d'aller dans la R&D, dans la pharma, dans d'autres R&D. Elle permet d'aller vers le client, de parler au client de façon tout à fait différente de ce qu'on a fait dans la digitalisation de la relation client ces dernières années, qui reste finalement très très scriptée. Là, l'IA, par sa capacité à parler, à dialoguer, à écouter avec nous de façon beaucoup plus personnalisée, vous voyez bien, elle a immédiatement un impact sur les scores de satisfaction, sur la vente, etc. Donc le fait que cette technologie aille plus loin dans l'entreprise a passionné et a évidemment intéressé les dirigeants. Ils ont aussi tout de suite compris qu'ils avaient devant eux ce que j'appelle un nouveau paradigme d'efficacité. Peut-être pas immédiatement, ça prendra du temps, mais ils ont bien compris qu'ils pouvaient profondément réorganiser le travail et la façon dont l'entreprise opère. Donc ça aussi, c'est un élément qui a fait qu'ils se sont emparés de ça. La conséquence, c'est les budgets. Vous avez bien envie de tout. Plus de chance avec celui-là. Celui-là, non plus. Si, un peu mieux. Je disais, la conséquence de cette... Il faut peut-être une IA. Donc oui, je disais que l'investissement suit, et ça c'est le signe tangible que l'adoption de l'IA progresse à marche forcée dans le monde. Aujourd'hui, on estime que c'est déjà 5 à 15% des budgets informatiques. Alors les budgets informatiques, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est 1 à 4% en fonction des secteurs industriels du total de la dépense des entreprises. Donc si je prends 10% en moyenne, ça fait 0,1 ou 0,4, ça fait pas beaucoup. Quand vous le mettez en valeur absolue, c'est des dizaines ou des centaines de millions. Et quand vous les additionnez dans le monde, c'est des milliards qui n'existaient pas il y a 1 an. Et rappelons-le nous, la morosité ambiance fait que les coûts sont plutôt à la baisse dans les entreprises aujourd'hui, et les investissements ici ont été débloqués pour avancer. Donc voilà, en réponse à votre question, l'entreprise s'est emparée de ce sujet-là comme je l'ai peu vu faire dans les 20-30 dernières années. D'accord, merci beaucoup. Et Guillaume Avrin, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se positionne la France dans cette course mondiale, la France et les entreprises françaises ? Oui, merci beaucoup pour cette question, Constance, et merci beaucoup pour l'invitation. Ravi d'être avec Olivier aujourd'hui et avec toi, Constance. Je pense que déjà, il faut poser un peu le contexte de cette question. Il y a une course au développement technologique de l'intelligence artificielle et il y a une course à l'adoption, à la diffusion de l'IA dans nos entreprises de manière à pouvoir transformer nos processus de production et administratifs et en tirer tous les gains de compétitivité qui permettront à la France de rééquilibrer sa balance commerciale. Et donc, je pense, déjà, il y a 2 courses différentes et ce n'est pas les mêmes leviers que l'on active dans le cadre de la stratégie nationale pour l'IA pour être bien positionné sur l'adoption et pour être également bien positionné sur le développement de technologies d'intelligence artificielle en France. Et bien sûr, du coup, il faut distinguer ce qu'on appelle le commerce de l'IA et le commerce par l'IA.
Le commerce de l'IA, c'est la capacité de la France à développer finalement une industrie de l'intelligence artificielle pour exporter des produits d'IA. Et le sujet du commerce par l'IA, c'est comment je fais pour intégrer le plus rapidement possible des systèmes d'IA dans mes processus de production, dans mes processus administratifs, de manière à pouvoir produire demain des chaises, des bancs, ce qu'on veut, des voitures, mais dont les processus de production sont automatisés. Ça permet de réduire le coût, ça permet d'exporter davantage. Et finalement, l'impact sur la balance commerciale du commerce par l'IA est plus important que le commerce de l'IA. Et pourtant, on a tendance à ne parler que du commerce de l'IA. Donc je pense que c'est déjà très important de garder en tête cet enjeu stratégique essentiel de cette intégration la plus rapide possible de l'intelligence artificielle dans nos entreprises. Et donc il s'avère que la phase 2 de la stratégie nationale pour l'IA, elle s'intitule justement « Diffuser l'IA dans l'économie et la société ». Donc en fait, tous les leviers que l'on active dans le cadre de cette stratégie nationale pour l'IA a justement vocation à accélérer cette diffusion, cette intégration des technologies d'IA dans notre tissu industriel. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sauf si tu souhaites revenir sur le sujet par la suite, mais donc il y a bien sûr le sujet des talents, comment on fait pour nous assurer, non pas qu'on ait tellement des talents, des experts du développement de l'IA concernant la diffusion, c'est plutôt est-ce qu'on a sur le territoire national ce qu'on pourrait appeler des IA plus X, c'est-à-dire des personnes qui ont une double compétence entre un métier spécifique pertinent pour le monde économique, par exemple les chargés de maintenance, qui ont une double formation en intelligence artificielle, de manière à pouvoir faire de la maintenance préventive, de la maintenance prédictive, etc. etc. Donc ces doubles compétences, et du coup cette capacité à former en formation initiale et en formation continue l'ensemble des acteurs qui ont vocation à interagir avec l'IA au quotidien, c'est bien sûr un acte extrêmement important de la stratégie nationale pour l'IA, et même si on fait le ratio entre le budget consacré à la formation sur le budget total d'une stratégie nationale, la France est numéro 1 au monde, ce qui montre vraiment toute l'importance que l'on accorde au sujet de la formation. On sait que ça a un impact déterminant pour les entreprises, en particulier pour l'attractivité de la France. Un des critères principaux pour lesquels vous investissez, il me semble en France, c'est sous le contrôle collectif, c'est qu'il y a des talents et on a cette capacité à aller soit développer, soit utiliser des technologies de pointe sur le territoire national. Et il y a ensuite un certain nombre d'autres aspects, bien sûr l'investissement dans les infrastructures essentielles pour la diffusion de l'IA, et je tiens bien sûr à remercier les entreprises présentes aujourd'hui pour les investissements importants qui ont été faits en 2023, en 2024 sur le territoire national concernant ces infrastructures essentielles pour l'IA. Je pense aux data centers, je pense finalement toutes les structures de gestion des données qui sont essentielles pour l'entraînement et l'inférence des technologies d'IA, le développement de briques open source qui sont également des catalyseurs pour l'adoption de l'intelligence artificielle dans les entreprises. Je ne sais pas si Olivier tu partages ce constat, mais moi dans mon ancienne vie j'avais l'impression que une entreprise, elle avait souvent, surtout quand c'est pas un groupe industriel, quand c'est plutôt une PME ou une ETI qui n'est pas familière avec l'IA, le premier truc qu'elle va faire, c'est qu'elle va recruter un stagiaire et tester une brique open source. C'est en fait une espèce de test de faisabilité. Et quand elle aura une première démonstration de faisabilité technique de oui, je peux faire de la reconnaissance de fibres d'amiante dans des images en utilisant un classifieur open source qui existe sur Internet, ensuite pour passer à l'échelle, pour vraiment développer transformer mon processus au sein de mon entreprise, je passerai par des acteurs qui sont spécialisés sur le sujet. Merci Guillaume. Oui, je voudrais revenir sur quelque chose que tu as dit qui me semble très très important dans le contexte français. Alors toi, tu utilises le mot commerce de l'IA et commerce par l'IA. Moi, j'oppose l'usage et la R&D, l'usage et le brevet. On a une bonne obsession, c'est pas une mauvaise obsession en France que d'être un géant mondial de la R&D. Et donc, il faut qu'on ait notre LLM ou nos LLM nationaux. Il y a au moins autant d'enjeux, si ce n'est plus, tu l'as très bien dit, sur l'usage de l'IA. Entre guillemets, il y a des limites dans le passeport de l'IA, il y a des questions de souveraineté, je ne veux pas les nier. Mais il y a un enjeu énorme à l'usage, autant qu'à la production de propriété intellectuelle autour de l'IA. Et la France sera un des gagnants si elle gagne cette course à l'usage que tu appelles le commerce par l'IA. Je souscris complètement à ce point-là. Et justement, en termes d'usage, vous conservez l'unique micro que vous partagez. Dans quel domaine la France s'illustre particulièrement ? Alors, on vient de terminer une étude qui montre les 5 secteurs industriels dans le monde qui sont les plus utilisateurs d'IA à l'échelle aujourd'hui. IA à l'échelle, ça veut dire plusieurs LLM, un début d'architecture LLM, des gouvernances, des parties de l'entreprise de bout en bout qui s'équipent avec l'IA et qui changent avec l'IA. Les 5 pays les 5 secteurs, pardon, je pourrais dire un mot des 5 pays aussi d'ailleurs, mais les 5 secteurs, le secteur public sort en premier, c'est un point intéressant, c'est pas le cas en France.
Il y aurait peut-être des choses à dire là-dessus. Et puis, vous avez la pharma, la banque, l'assurance et l'énergie. La banque et l'assurance et la pharma, ce n'est pas une surprise. Ce sont des industries qui ont l'habitude et qui ont des dizaines d'années derrière eux de manipulation de données à l'échelle et qui sont très matures sur ces sujets-là. Ça, c'est les 5 les plus consommatrices, les plus en avance dans l'IA à l'échelle dans le monde. Quand vous regardez la France, vous trouvez quelques points communs, l'assurance, la banque et l'énergie, mais pas la pharma et pas encore le secteur public. Je pense que le point clé ici, c'est d'aligner, parce que ça c'est une comparaison avec le monde, mais la vraie question c'est par rapport à la stratégie française ou européenne sur les secteurs sur lesquels la France est aujourd'hui à la pointe du monde, a des positions de leadership dans le monde. C'est dans ces secteurs-là qu'il ne faut absolument pas rater le rendez-vous avec l'IA, ce serait dommageable, alors que c'est une occasion de différenciation supplémentaire. Donc en France, vous retrouvez l'assurance, la banque et le secteur public, ce qui est une très bonne chose. La BNP a annoncé la semaine dernière 1000 cas d'usage en 2025. Voilà, c'est un exemple de leur envie d'aller très loin. Mais moi, je pense beaucoup aux autres secteurs de pointe français, comme l'aerospace and defense, comme le luxe, par exemple, comme l'alimentaire, où sur ces secteurs-là, je trouve qu'il faut être vigilant sur le fait de flécher les bons investissements pour qu'on garde nos positions de leadership. Oui. Je peux réagir sur ça ? Bien sûr. Ah, super. Du coup, dans le cadre de France 2030, qui est un programme à 54 milliards d'euros qui permet justement d'accélérer l'innovation sur 10 priorités nationales, dont l'intelligence artificielle, on a au total 4 milliards d'euros qui sont dédiés à l'intelligence artificielle, dont 1 milliard sur ce qu'on appelle le volet dirigé, 1 milliard sur... Donc volet dirigé, c'est vraiment l'État qui dit c'est essentiel de développer des technologies d'IA frugales, d'IA embarquées, d'IA de confiance pour répondre aux besoins de notre tissu industriel. Donc on met l'accent sur ça. Le volet structurel, c'est des dispositifs génériques finalement où tout le monde peut répondre et parmi les réponses que l'on reçoit, il y a des projets d'IA. Et puis ensuite, il y a toutes les stratégies d'accélération verticale de France 2030, par exemple sur les engins agricoles, sur la santé numérique. Et bien sûr, dans chacune de ces stratégies, il y a des projets qui portent sur l'intelligence artificielle. Et donc là, on a 2 milliards d'euros d'investissement en IA sur ces stratégies d'accélération verticale. Il faut savoir, j'en profite pour faire un peu de pub pour nos dispositifs, qu'à partir du moment où votre entreprise a une filiale en France, elle est éligible à ces dispositifs de France 2030. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller pousser des cas d'usage innovants. On a sorti un appel qui s'appelle accélération des usages de l'IA générative, avec l'objectif d'aller, on voit que l'IA aujourd'hui, l'IA générative est bien utilisée pour faire de la rédaction automatique de mails, pour faire de la synthèse de documents, etc. Bon, l'IA grand public, on le voit de plus en plus sur les activités support des entreprises, l'activité RH par exemple, on le voit un peu moins sur le cœur business des entreprises, sur par exemple utiliser l'IA pour la génération automatique de pièces CAO, l'IA générative pour la génération de molécules. Par exemple, tu parlais du secteur pharmaceutique qui doit encore faire les efforts nécessaires pour se transformer par l'IA. Et donc, cet appel, ce dispositif, accélération des usages de l'IA générative, il permet d'aller cibler ces cas d'usage à haute valeur ajoutée où l'IA est mise au service du cœur business des entreprises sur la conception et l'innovation. Et puis, on a d'autres dispositifs, IA Booster, où là, on est vraiment sur la massification de l'intégration de l'IA dans les entreprises. C'est des tickets qui sont beaucoup plus faibles. Le premier dispositif, c'est des projets supérieurs à 1 million d'euros d'aide de l'État. Le deuxième dispositif, c'est des tickets de 40 000 euros. Donc, c'est vraiment un POC sur une application très spécifique. Et l'objectif, c'est d'en avoir énormément, notamment pour répondre aux besoins des PME ETI. Et puis, tu as évoqué le sujet de l'IA au service de l'action publique. C'est bien sûr un sujet qui est extrêmement important pour nous. L'État, c'est le premier acheteur au monde de systèmes d'intelligence artificielle. Donc, en fait, il a un rôle d'exemple extrêmement important pour la structuration de la filière. Et donc ça veut dire, et ça a été dit par le président de la République le 21 mai, il faut absolument renforcer la commande publique en IA. On a encore trop tendance à faire que de la subvention publique. On sait que la commande publique et l'investissement en capital ont un impact peut-être même encore plus important sur le développement de nos startups, sur leur stratégie de croissance. Donc la commande publique, remettre la commande publique au cœur de notre stratégie nationale, ça c'est un premier enjeu. On a un dispositif sur l'IA frugale pour la transition écologique des territoires. Donc c'est comment on met l'IA au service des collectivités. Et puis bien sûr la DINUM avec un certain nombre de dispositifs qui s'occupent des instances de transformation de l'action publique au sein des administrations.
Merci beaucoup. Olivier Girard, donc on vient de voir un peu tout ce que l'État fait pour encourager l'adoption de l'IA. Qu'est-ce qui bloque au niveau des entreprises? Qu'est-ce qui fait qu'elles n'y vont pas toutes? Alors, je pourrais évoquer 3 points. Il y a ce que j'appelle les fondations de l'IA, les fondations technologiques de l'IA qui me paraissent un sujet clé. Il y a ce que j'appelle l'acceptation par la société, qui dépasse le cadre de l'entreprise, mais tous les salariés sont aussi des citoyens. Il y a un sujet de société auquel le sommet de février va contribuer à répondre. Et puis, il y a toutes les histoires de réglementation qui peuvent être ou positives ou négatives, selon qu'on est dans le juste équilibre. Si je commence par le sujet d'acceptation par la société, en citant aussi le président, il a dit, quand il avait fait le kick-off pour le sommet de l'IA qui a lieu en février à Paris, il avait dit la France a raté son rendez-vous avec les robots, il ne faudrait pas qu'elle rate son rendez-vous avec l'IA. Et je pense qu'on n'y est pas encore tout à fait. Quand on regarde les études, les choses changent très vite, parce que ChatGPT se déploie à une vitesse vertigineuse, donc tout le monde apprivoise un peu ce que ça veut dire l'IA. On voit d'un côté dans les chiffres qu'il y a un niveau de confiance de plus en plus fort à l'égard de c'est utile, ça sert à quelque chose, c'est un outil puissant, etc. Et en même temps, il y a aussi des craintes sur qu'est-ce que ça veut dire pour l'emploi dans l'entreprise. Il y a beaucoup d'organismes, de grandes banques qui ont publié des études il y a 1 an avec des chiffres, 300 millions de destructions d'emplois dans le monde liées à l'intelligence artificielle. Et il y en avait d'autres, je ne citerai pas les gens qui avaient fait cette étude-là. Donc il y a un volet anxiogène autour de ça qu'il faut adresser. Et là, il me semble qu'il faut faire un pas de recul et regarder l'histoire des ruptures technologiques des 40 dernières années pour se rendre compte qu'on se fait peur. Et je pense qu'on se fait un peu peur parce qu'à chaque fois, c'est la même histoire. Quand le PC est arrivé, la première vague Internet, la révolution digitale ou le cloud, à chaque fois, on avait promis des bureaux sans papier et énormément de productivité. Il y a toujours beaucoup de papier sur mon bureau, je ne sais pas sur le vôtre. Et les gains de productivité, il y en a eu. C'est d'ailleurs un débat permanent avec les économistes qui trouvent que la technologie est un peu décevante par rapport à ces enjeux de productivité. Il y en a quand même, mais à chaque fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup plus de valeur, de nouvelles frontières. La technologie apporte autre chose qu'on ne mesure pas. Et je pense qu'on est à nouveau dans le même phénomène. Il y a 1 an, on a fait une étude, on a regardé 19 000 tâches. Chaque tâche, on l'a regardée sous l'angle de la connaissance et du langage nécessaire pour exécuter cette tâche. Et ensuite, on a regardé ce que l'IA pouvait faire, soit en termes d'augmentation de cette tâche, soit en termes d'automatisation de cette tâche. Le résultat, c'est à peu près le même que toutes les autres études, c'est 40 à 50% des heures travaillées, c'est considérable, soit dit en passant, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une révolution qui avait autant d'impact. 40% des heures travaillées seront impactées par l'IA. Il y a 1 an, on disait la moitié c'est augmenté, l'autre moitié c'est la productivité, c'est automatisé. 1 an plus tard, c'est 2/3 l'augmenté, c'est 1/3 la productivité. Donc il se passe, ou il est en train de se passer, c'est difficile de faire des prévisions, ce qui s'est passé à chaque fois qu'il y a eu une révolution technologique. On commence par se faire un peu peur sur ce volet-là, alors qu'en fait, la technologie nous permet d'aller bien plus loin en apportant d'autres services, d'autres dimensions comme celle du temps réel, mais d'autres dans tout un tas d'endroits de la société. Donc ça, c'est mon premier point. Et je pense que devant ça, on a tous la mission et le devoir d'expliquer, de former, de parler, d'en parler positivement, avec évidemment les bons niveaux de barrières et de responsabilité qu'il faut, mais il y a un devoir en face de cette occasion d'en parler plus positivement, et c'est un des enjeux du sommet de février. Le deuxième frein, c'est, pardon d'être plus technologique, l'IA se nourrit de données. Et il faut des données rafraîchies, prêtes à l'emploi, organisées, sécurisées, dans des endroits de confiance lorsque c'est nécessaire. Et ça se passe dans le cloud pour le faire très simple. Et le taux de migration de nos entreprises, de nos administrations dans le cloud devient un indicateur avancé d'innovation par rapport à l'IA. Et il y a une corrélation très forte entre les entreprises qui sont les plus performantes sur l'IA et celles qui sont le plus avancées dans leur maîtrise et dans leur migration dans des environnements de type cloud, parce que là, ils pourront travailler avec le bon niveau de données pour développer les intelligences artificielles. Et ça, on appelle ça les fondations de la tech. Et puis je termine avec les règlements. La réglementation européenne, ça, si on trouve le bon équilibre, c'est un avantage concurrentiel. RGPD est une histoire positive. Si on va trop loin, ce sera un frein. Je cite un exemple que je trouve intéressant où l'EI Act a pris des positions sur le fait que dans la banque, dans l'industrie financière, on ne pourra pas utiliser pour l'instant d'IA pour faire des scorings et des octrois de crédit. Parce qu'il y a eu des expériences et on se rend compte qu'une IA, elle peut aller voir des données, elle peut non seulement regarder les données bancaires de tout un chacun, mais elle peut aller à l'extérieur, fouiller dans les réseaux sociaux pour compléter quelque chose qui relève du profil du comportement consommateur et prendre des décisions sur
des données, donc qui sont très personnelles, avec ou sans le consentement. Donc il y a des questions autour du consentement, il y a des questions autour de l'utilisation de ces données, il y a des questions aujourd'hui de biais. Les algorithmes ne sont pas encore... Il y a encore quelques hallucinations là-dessus, on ne sort pas un score à 100%. L'entreprise, pour fonctionner, elle a besoin de 100%, elle ne peut pas se satisfaire de 98%. S'il y a 2% de biais sur des octrois de crédit, c'est un très gros problème. C'est arrivé en Angleterre. Et donc là, l'EI Act légifère, pose une règle, et je trouve c'est rassurant. Donc on voit bien qu'une économie digitale, elle a besoin de confiance digitale. Là, elle joue son rôle. Je prends un exemple positif parce que les règles européennes sont souvent décriées, et je trouve cet exemple intéressant. Par contre, si on va trop loin, évidemment, ça sera à nouveau un frein. Donc voilà, je dirais la société, l'acceptation par la société, les fondations technologiques, et puis le bon équilibre de la réglementation. Et vous diriez que le coût n'est pas un frein? Pardon ? Le coût, on entend souvent dire qu'on ne sait pas exactement quel retour sur investissement, comment on Ah, mesure. la question du retour sur investissement, elle est passionnante. Alors moi, je cite toujours d'ailleurs, je ne sais même plus qui l'a dit maintenant, donc il ne faudrait pas que je le cite. Je crois que c'est Bill Gates qui disait on sous-estime les bénéfices, on surestime les bénéfices de l'année 1. On sous-estime les bénéfices de l'année 5. Je pense que ça s'applique absolument très bien à l'IA. Mais il y a des exemples, il y a plein d'exemples, je n'ai pas le temps d'en prendre quelques-uns ici, il y a plein d'exemples qui donnent des retours en 6 mois. Sur des éléments tangibles de vente, pas de coût ou de productivité, mais sur des éléments tangibles de vente ou de satisfaction client. Je pense qu'il y a des occasions formidables dans le service public aussi, qui sont tournées vers la qualité, vers l'accompagnement, et pas uniquement vers la dimension des coûts. Non, je suis très confiant sur le retour sur investissement sur ça. Guillaume Avrin, vous parliez tout à l'heure des aides, des subventions de l'État. Qu'est-ce qui d'autre est mis en place au niveau national pour encourager les entreprises à adopter l'IA? Oui, comme je le disais, on essaie déjà de diversifier les leviers d'action. Effectivement, il y a la partie subvention, mais on essaye de plus en plus de faire de la commande publique. La commande publique, ce n'est pas forcément des financements France 2030. Ça peut être aussi vraiment amener sur le budget récurrent des ministères, finalement les motiver à consacrer une partie substantielle de ces enveloppes à leur transformation pour améliorer la qualité du service rendu aux administrés. Donc ça, c'est une action que l'on mène. Bien sûr, on a pour objectif de développer la formation sur le territoire national, que ce soit en initial, en continu ou avant le baccalauréat, et également développer le dialogue social. On a le Labor IA en France qui travaille sur l'analyse de l'impact de l'intelligence artificielle sur les entreprises et qui justement a cette mission d'essayer de renforcer le dialogue social sur ces sujets pour aussi contribuer à l'intégration de cette technologie dans les entreprises et que ça se fasse de manière fluide et en embarquant toutes les parties prenantes. Ça fait le lien avec l'Action Summit que tu évoquais. Comme vous le savez, on organise le Action Summit le 10 et 11 février 2025, suite au sommet de Bletchley Park qui a été organisé en 2023 et le sommet de Séoul en 2024. Les deux premiers sommets ont fait finalement un diagnostic sur les risques associés en particulier les risques, ce qu'on appelle existentiels ou systémiques, associés à l'IA pour le sommet de Bletchley Park. Et ensuite, celui de Séoul a mis l'accent plutôt sur la lutte contre la désinformation, la manipulation de l'information liées à la génération de contenu synthétique. Et l'idée du sommet de Paris, c'est pour ça qu'il s'appelle Action Summit, finalement ça c'était un call to action, ces deux premiers sommets, on a fait un diagnostic, on a posé le diagnostic, maintenant il faut essayer de trouver les solutions pour répondre à ces différents enjeux. On a organisé ça selon 5 axes. Le premier axe, pour faire le lien avec ce que je disais juste avant, c'est l'axe Future of Work, où justement avec nos partenaires internationaux, ce sera l'occasion de discuter de la manière de mieux analyser l'impact de l'IA sur les entreprises, de s'assurer que l'IA est effectivement mise au service de la réduction de la pénibilité au travail et pas de l'augmentation de la difficulté. S'assurer également que... il y a un autre axe qui est AI for Good dans cette Action Summit, c'est toutes les opportunités d'intégration de l'IA, les bénéfices liés au déploiement de l'IA, parce qu'on a tendance à parler des risques. C'est un peu ce que tu disais également. On parle beaucoup des risques en ce moment liés à l'IA. Quand on prend une décision de mise sur le marché, c'est toujours le ratio bénéfice-risque que l'on évalue. On peut évaluer les risques tout seul, sans savoir ce que l'IA apporte. Ça ne permet pas de prendre une décision éclairée sur le fait d'accepter ou pas le déploiement d'une technologie. Donc on a besoin d'évaluer les bénéfices. Et je pense que ça, c'était un point extrêmement important. L'IA peut apporter énormément de choses à la lutte contre le changement climatique, dans le domaine de la santé, dans le domaine effectivement de l'amélioration du bien-être au travail. Donc dans tous ces secteurs de l'AI for Good, il faut qu'on travaille collectivement. Il y a un axe Trust in AI sur le développement de nos
nos outils, nos protocoles d'évaluation, nos métriques pour caractériser ces systèmes d'IA. Justement, ça peut se faire en lien avec l'AIA concernant les autorisations de mise sur le marché, mais aussi faire progresser simplement la science et la technologie autour de... en fait, les développeurs ont autant besoin que les évaluateurs d'avoir des métriques pour évaluer les performances de leur système. Parce que si, comme il y a une personne qui disait, si je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas l'améliorer. En gros, le développeur de la technologie, en permanence, il s'évalue pour se dire, OK, c'est cette brique-là qui marche, cette brique-là qui ne marche pas, etc., pour guider ses efforts de R&D. Et donc, on a besoin d'avancer sur cet axe Trust in AI. Et il y a un dernier axe qui est sur la gouvernance de l'intelligence artificielle, avec la France qui avait notamment été en lead sur la mise en place d'un partenariat intégré entre le PMIA et l'OCDE. On sait qu'il y a par ailleurs d'autres instances de gouvernance internationale de l'IA, je pense notamment au G7 Hiroshima Process, aux Nations Unies, à l'UNESCO. Il y a également le Safety Network pour lequel la France est pour le moment le seul partenaire, le seul membre européen du Safety Network qui s'est réuni pour la première fois à San Francisco la semaine dernière. Donc voilà, collectivement, on avance sur ces différents sujets et bien sûr, ce sommet ne fait sens que si vous y participez, vous portez des livrables. Donc il y a toute une équipe d'organisation qui est là à votre disposition pour bien nous assurer que ce qui est fait dans le cadre de ce sommet vous est utile et a réellement un impact. Merci beaucoup. Olivier Girard, un mot pour conclure à quelques mois de cet Action Summit. Je pense que beaucoup a été dit là. Il y a un enjeu d'explication. Il y a un enjeu de formation, il y a un enjeu de création de compétences, donc il faut traiter les trois. La formation, je peux partager une anecdote qui est là, comment on s'y est pris, nous, Accenture, pour former nos collaborateurs à ça. Et finalement, c'est un peu contre-intuitif, on s'est un peu dépêché d'aller lentement. On est très nombreux dans le monde, on est plus de 700 000. On a commencé par déployer 200 postes, puis 2000 postes, puis 20 000 postes, et on est à 100 000. Et pourtant, ça fait partie de notre métier que de maîtriser ça. Parce qu'on a voulu accompagner en permanence. Parce que donner du poste de travail, donner des outils sans accompagner, sans expliquer, on a très vite compris d'une vague à l'autre de déploiement qu'il fallait qu'on équipe la vague suivante avec ce qu'on avait appris dans la vague précédente. Qu'on donnait des librairies de prompts qui étaient immédiatement prêtes à l'emploi que la première vague n'avait pas avec elle. Donc chaque vague d'apprentissage bénéficie de la suivante. On dépasse le cadre de la formation, on est vraiment dans une logique d'accompagnement des salariés dans cette dynamique-là. Mais pour terminer sur une note très positive, le monde est un peu morose ces temps-ci, je pense que personne malheureusement nous contrediront, mais je trouve qu'on vit une époque de rupture scientifique et technologique assez forte, assez unique depuis quelques années et pour quelques années, et que là-dedans il y a des choses à faire qui sont pour le bien-être, pour la planète, pour la croissance économique et qu'il faut qu'on s'en empare avec beaucoup de vigueur et d'attention. Merci beaucoup à tous les deux.